Puisqu'on sait que Marine Le Pen va être présente au second tour, ça signifie que celui qui sera choisi pour représenter ces intérêts-là face à Marine Le Pen a toutes les chances d'être élu. Et que donc tout se joue sur... Alors moi mon bouquin, je pensais que ça allait se faire entre les deux tours. Je pensais qu'à l'époque, comme étant sondeur, je tendance à croire au sondage, donc je voyais Juppé bien placé, et donc je me disais ça va être une formule de ce genre, il y aura Juppé entre les deux tours, qui sera rejoint par une masse de ministres, de députés socialistes, et il y aura effectivement une solution, mais qui pour moi était sans doute dominée par la droite. Ce que je n'avais pas vu venir, c'est que l'option qui se met en place est une option, mais ça tâtonne d'ailleurs, parce qu'avec Fillon, ça aurait été pareil à mon avis. Mais ça tâtonne un peu, et on a une option qui est et gauche et droite, et européenne, qui se met en place avec Macron avant même le premier tour. Ça, c'est effectivement, ça m'avait échappé, et que la dramatisation, tous les épisodes, on pourra revenir si vous voulez, font qu'effectivement, c'est Macron qui est élu au premier tour, qui est élu président de la République. D'ailleurs, il le fait dès le premier tour. Tout content de savoir que Marine Le Pen est au second tour, eh bien, ils vont fêter ça à Montparnasse, et effectivement, il est élu avec 24%, et il peut se permettre de dire entre les deux tours, Emmanuel Macron, moi je le respecte beaucoup pour cela, dit tout ce qu'il fait. Et c'est très facile à décoder. Donc il le dit d'ailleurs entre les deux tours, il n'y aura pas le moindre compromis, pas le moindre geste fait par rapport à son programme. Et donc c'est un programme libéral avancé, on va dire, qui est proposé aux Français au second tour de la présidentielle, mais comme ils ont le choix entre Oradour-Sorglan et ce programme libéral, ils disent que finalement le libéralisme c'est pas si grave que ça, après tout. Et donc on a comme ça un vote qui est un vote par défaut, même d'ailleurs dès le premier tour. Vous savez que l'électorat j'insiste là-dessus parce que ça, par rapport à la crise actuelle c'est important, l'électorat de premier tour, où vous avez le moins de gens, c'est le BVA qui notamment, qui nous l'IFOP, tous les instituts qui ont fait des études sur le premier tour disent la même chose, l'électorat qui avait la proportion la plus faible d'électeurs votant par adhésion, c'est l'électorat de Macron. C'est quand même dangereux de maintenir une situation, et même d'entretenir une situation de politisation dans les villages de France, dans les communes, enfin partout, sans lui offrir là aussi de débouchés crédibles. Comment vous pouvez dire on va vous donner la parole et en même temps ça ne peut pas passer en disant les sujets qui vous intéressent vraiment, je vous rassure, de toute façon sur les sujets économiques et sociaux la décision est prise, de toute façon on ne peut pas le faire autrement, c'est ce qu'il faut faire, c'est nécessaire, puis même si on voulait faire autrement, de toute façon on ne pourrait pas le faire parce qu'on est endetté, parce qu'il y a l'Europe, etc. D'accord ? Donc le sujet qui vous intéresse, pouvoir d'achat, il y a un sondage aujourd'hui encore là-dessus, pouvoir d'achat et quel autre sujet ? C'est un autre... Fiscalité, voilà, pouvoir d'achat et fiscalité, les deux sujets qui apparaissent en tête du sondage Elab. Bon, ça, on ne peut pas en parler, les décisions sont prises, bon, d'accord. Après, il y a des sujets qui vous intéressent beaucoup, le référendum sur l'Europe, l'immigration. Ah non, ça, on pourra pas, parce que ça, c'est pas bien, c'est pas légal, il y a la Commission européenne des droits de l'homme, je sais pas quoi. Ah, ça, c'est hors champ. Ah, d'accord. Bon, on va parler du nombre de parlementaires, si vous voulez. Ça n'a pas de sens. Là, vous créez les conditions à la fois de la politisation et de la frustration. Moi, ça me paraît... peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas que ça puisse jouer même le rôle de soupape, au contraire. Donc là aussi, on peut s'amuser à des comparaisons en 88-89, mais c'est assez... 1700, donc. Mais c'est assez troublant. Alors, Philippe, et ensuite... Oui, Philippe, je t'en prie. Oui. Je rappelle d'ailleurs que 88-89, comme vous le savez, tout ça, c'est quand même un problème fiscal et un problème de dette publique, accessoirement. Ce qui fait d'ailleurs que le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, se répartit sur le territoire de manière très profonde, avec malheureusement, et moi, à titre personnel, c'est un sujet qui évidemment m'inquiète beaucoup, le fait que très probablement les zones dites de forte immigration, notamment maghrébines, sont des zones où il y a peu de mobilisation des Gilets jaunes. C'est très troublant, si vous regardez la carte de mobilisation, la banlieue lyonnaise, que je connais un petit peu, Marseille, que je connais très bien, tout cela, vous avez, et de fait, vous avez parmi les Gilets jaunes que j'ai pu rencontrer, ils votent très largement au Rassemblement national. Ils vous parlent très peu d'immigration, ce n'est pas leur sujet du jour. Mais de fait, vous avez quand même très peu de gens d'origine immigrée dans les mobilisations. Alors, c'est vrai sur quasiment tous les rassemblements politiques aujourd'hui. Mais quand même. Et vous avez une forme de séparatisme
qui est en train, de fait, je ne dis pas que c'est la faute des immigrants, enfin, des propos polémiques, mais de fait, quand vous regardez les meetings politiques, moi parfois je suis invité aussi à me prendre la parole, vous avez rarement, vous avez des auditoires qui sont très homogènes. Paradoxalement, là où vous avez les auditoires les plus homogènes, c'est dans la gauche pro-migrant. C'est-à-dire que vous allez, si vous voulez voir, enfin bref, mais si vous regardez les vidéos des amphis de la France Insoumise à Marseille, on est en plein cœur de Marseille, en plein été. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez Marseille en plein été. Alors là, vous avez l'impression d'être en Alabama, si vous voulez, à la grande époque. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment... c'est ahurissant. Mais ce qui est moins drôle, si vous voulez, c'est que vous avez cette unification géographique qui est bien réelle. Donc, Richelieu, tout ça, ça a bien fonctionné. Mais vous avez ce séparatisme qui, lui, à mon avis, alors personne n'a tellement envie d'en parler, et moi-même, bon, je suis très prudent, mais que les gilets jaunes semblent confirmer. Mais c'est toujours pareil, hein, on est un pays, alors dire ça vous fait toujours passer pour un sale bonhomme, mais il faut regarder les sondages de la CNCDH, et pourtant qui sont faits pour des institutions, des associations qui ont un besoin presque vital de réaffirmer en permanence que le racisme, etc., les préjugés de toutes sortes sont en progression en France. C'est pas vrai. C'est pas vrai, les gens qui sont contre l'immigration ne sont pas forcément contre les immigrés. C'est d'ailleurs le grand changement par rapport à ce qu'a été à une époque le Front National. Le Front National que j'ai connu à Nice dans les années 80 était contre les immigrés. Le Front National, le Rassemblement National aujourd'hui, est pour l'essentiel contre l'immigration. C'est pas pareil. Et les gens le font très bien. Les gens ne veulent pas la guerre civile. C'est aussi, il y a une préoccupation fondamentale en France. J'ai retrouvé ça, et ça m'a toujours paru évident. J'ai retrouvé ça chez Michéa, qui m'a beaucoup plu. Il y a une préoccupation en France qui vient des guerres de religion, tout cela. Les gens ont très peur de la guerre civile. Ils ont raison. D'ailleurs, c'est quand même le pire des mots que puisse connaître un pays. Et à une époque, le Front National apparaissait comme un facteur de guerre civile. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est le contraire. Donc, c'est le contraire. C'est pas joué, disons. C'est pas joué. Donc, ils n'ont pas envie d'en faire un sujet de truc. Ils ont envie que ça s'arrête parce que, mais voilà. Mais ce qui est plus dangereux, c'est pas les préjugés que les gens expriment, c'est le fait que, de fait, enfin, à mes yeux, c'est beaucoup moins les préjugés qui sont exprimés par les uns ou par les autres, les uns contre les autres, que les faits qu'ils ne sont plus ensemble quand il s'agit de se mobiliser. Il y a plein de choses qui, semble-t-il, ne les concernent plus. C'était très frappant. J'avais observé la manifestation, la marée humaine, qui n'était pas vraiment une marée humaine, de Jean-Luc Mélenchon, qui en plus partait de la gare Saint-Lazare, tout cela. C'était ahurissant. Hein. C'était ahurissant. Vous avez effectivement des populations qui se jouxtaient physiquement, mais qui étaient désormais dans deux univers différents. Ce qui m'a beaucoup facilité le travail, c'est à ce moment-là que j'ai découvert, tout à fait fortuitement, alors qu'il écrivait depuis longtemps, Jean-Claude Michéa. Et comme beaucoup de monde d'ailleurs, c'est un peu toujours le même bouquin, etc. Mais moi, ce qui m'a frappé en lisant Jean-Claude Michéa, c'est que j'avais l'impression que mes idées m'étaient révélées à moi-même, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que d'un coup, je me disais, ah mais oui, mais donc toute cette espèce de nuage de points que j'avais dans le cerveau commence à prendre une forme. Et en fait, j'ai pas tort, parce qu'en fait, lui montre la généalogie de tout cela. Après, il y a plein de choses qui sont contestables, mais là, le caractère effectivement tout à fait réconciliable, et même sans doute complémentaire, intrinsèquement, du libéralisme culturel et du libéralisme économique. Moi, je viens d'un milieu de gauche au départ, d'enseignement, l'éducation nationale, donc j'ai tous les... je ne vais pas faire ma biographie surtout dans les caméras, mais j'ai, si vous voulez, voilà, ce dont je me moque maintenant, je l'ai bien connu et je l'ai même bien pratiqué, si vous voulez. Donc la diabolisation, les trucs, enfin bref. Et là, on voit, et puis peu à peu, quand même, le réel, si vous voulez, au fil des temps, etc., je me dis, mais c'est pas possible. Et là, on voit bien que cette convergence des deux libéralismes est incarnée en la personne même d'Emmanuel Macron. En réalité, ça commençait déjà avec Sarkozy, si on faisait attention. Mais contre ce qu'il disait, contre son discours, c'est bien tout le malheur de Patrick Buisson, c'est aussi ça, c'est qu'en fait, bon. Mais après, c'est Macron, c'est Cohn-Bendit, c'est tout cela. C'est la mue définitive, si vous voulez, des 68 heures médiatiques, en tout cas, pas des vrais 68 heures, qui, effectivement, apparaît avec le macronisme. Qui n'est pas, c'est là où d'ailleurs je pensais que Mélenchon se trompait complètement, qui n'est pas du tout la réincarnation de la droite sous une autre forme. Non, c'est un produit synthétique
Alors après, bon, tous les Christopher Larche, tous les Pasolini du monde, etc. Parce qu'une fois qu'on lit Michel, on lit après les 5 autres, hein, grosso modo. Et puis, vous rencontrez des jeunes ici, mais vous rencontrez des jeunes qui vous citent les 3, ils commencent à en citer un, vous savez que derrière il y a les 5 qui vont arriver, 5 ou 6 là, parce que c'est la vérité du moment. Ces gens-là ont écrit il y a très longtemps, mais c'était plus ou moins polémique, etc. Là, c'est la vérité du moment. C'est magnifique à voir.